Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de New York, dans le port de Santikos, pour le deuxième épisode de ce que j'ai appelé les mini-croiseurs, c'est-à-dire donc on va aller voir deux batailles avec deux contre-torpilleurs extrêmement différents l'un l'autre en termes de gameplay, mais deux navires qui sont appelés à beaucoup jouer au canon et à se servir de façon assez circonstancielle des torpilles. Alors, dans un premier temps, on va voir le Kiev. Je vais l'afficher, c'est le tiers 7 de mémoire. Non, même pas, c'est le tiers 8, c'est le tiers 8, c'est le tiers 7, c'est le Minsk. Donc le Kiev, c'est le tiers 8, pardon pour le bruit, le voilà. On va voir le Kiev en action, c'est le Kiev de Polon, c'est pas le mien. Et dans un premier temps, et ensuite, on regardera les écrans de cette bataille, à tout de suite en bataille. Voilà, c'est parti. Alors, nous sommes sur la main Pestuaire, Polon à bord de son Kiev, avec dans une partie de tier 8, qui n'offre pas de difficulté particulière. À ceci près qu'il y a la composition est assez surprenante, enfin un peu inhabituelle, puisque nous avons un porte-avions, mais 5 cuirassés et 5 croiseurs et un seul destroyer, enfin contre-torpilleur en l'occurrence. Le Kiev de Polon chez les verts et chez les gentils, et le Benson chez les méchants, chez les rouges. Polon qui fonce vers le point A dans l'optique, je pense, de faire du spot, pas forcément pour prendre A tout de suite. Vous voyez d'ailleurs qu'il ne rentre pas dans le point A, il le contourne, il va chercher une position. Vous voyez, il explique qu'il a une détection à 8 km. Donc qu'il est là, qu'il va essayer de prendre l'information. Voilà, là il a vu où se trouvait le Benson. Il a détecté le lion. Il va donc essayer de surprendre le contre-torpilleur américain en allant se positionner à un endroit précisément où peu de DD le fond. Il a quand même contesté le cap, je suppose. Voilà, le Benson, il le voit très bien. Il est arrêté, il ne tire pas, très étonnant. Il lance il a lancé son nuage de fumée et il va tenter de détruire le Benson. Mais on notera qu'il a eu l'intelligence d'attendre de recevoir du soutien pour ça. Ceci dit, comme vous voyez, la courbe des canons russes est telle qu'elle donne un avantage, voilà. Elle donne un avantage sur le joueur du Benson. Le pauvre joueur de Benson qui n'a jamais osé tirer ou qui n'a jamais cherché à tirer. En résultat, Polon cap, bien sûr. Mais avec sa courbe, il a fait en sorte de ne pas faire il avait clairement l'avantage sur le Benson qui aurait une courbe plus en cloche. Là, la perte du Benson était un coup terrible parce qu'ils n'avaient qu'un seul contre-torpilleur, les rouges, et résultat, maintenant ça va poser un léger problème. Bon, là, Apollon se sert de ses torpilles. Parce que le lion a vraiment une course pour rentrer dans le. Il va être obligé de tourner un peu plus et d'aller vers les torpilles. Il est obligé. Et là, il fait mal, il a déjà mis. Il met méthodiquement par. Boum, deux torpilles, deux voies d'eau. Le lion est mort, voilà, et c'est terminé, Mogami qui l'a sorti. Pour autant, les rouges ne sont pas complètement encore effondrés, parce qu'ils semblent vouloir... ça va être difficile quand même.
Et sans vouloir prendre le dessus, il bloque bien sur B. Ah bon, Polon est vu, il va tanker un petit peu, ce qui n'est pas forcément un mal. Il s'enfuit. A été capturé, il a fait son job, il a contribué à détruire un cuirassé, en plus d'avoir détruit, d'avoir contribué à détruire un contre-torpilleur. Et il participe maintenant à l'attaque sur un Gneisenau qui est en marche arrière, qui s'est un peu trop embarqué. Ouais, il tourne et il va essayer de contribuer à la défense du point A. Le Mogami, a priori, ne devrait pas avoir trop de problèmes contre un Prince Eugen, d'autant qu'il y a, on le voit, il y a un Baltimore pour l'aider. Prince Eugen, là encore une fois, les rouges qui ne montrent pas un grand sens stratégique, parce qu'ils attaquent un par un, quasiment. Ah, Baltimore qui est sorti, là ça commence à se sentir. Ça sent un peu le soufre pour les rouges. Là il est encore repéré, donc je pense que c'est Gneisenau. Non, il y a un Atago, on a vu, qui était dans le coin. Mais voilà. Donc. C'est les torpilles du. Ah, ça pourrait être de l'Atago. Je pense pas que ce soit ça du Prince Eugen quand même. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il aille spotter l'Atago pour donner des solutions de tir au navire. Parce que même si les verts écrasent la domination, regardez un peu, il y a 2 cuirassés et un croiseur qui sont bien en ligne défensive, alors qu'ils ont très nettement l'avantage sur ce point A. Ils ne poussent pas. Il y a clair que le Baltimore qui s'avance, c'est quand même assez curieux. Laisser partir un croiseur à la défense aussi faible, au blindage aussi faible, ça me paraît quand même étonnant. Là, je peux vous l'annoncer, le Baltimore n'a strictement aucune chance contre l'Atago en 1 contre 1. Même pas la peine de rêver. Alors, il va falloir quand même que les cuirassés rouges ou verts participent un peu plus au combat. D'autant que de l'autre côté, ils n'ont absolument pas poussé. Bon, là, même si les canons sont plutôt bons, on va voir si les appuis vont faire du mal sur un Atago. Là, tel que je connais Polon, je suis sûr qu'il essaye de mettre une citadelle à l'Atago. Un Atago qui fonce dans le tas. Il est en face de 2 cuirassés, d'un croiseur. Alors que le Baltimore, on voit la carcasse du Baltimore qui a été coulée. Évidemment, l'Atago l'a eu. C'était presque annoncé. L'Atago qui a intelligemment envoyé ses torpilles, l'air de rien, sur la position de Polon. Ça aurait pu fonctionner s'il les avait pas tout envoyés dans le même azimut, c'est dommage. L'Atago qui est en mode YOLO, en mode suicide. Parce qu'en face, ils ont quand même. Enfin, l'équipe de Polon a quand même perdu son porte-avions, a perdu un cuirassé, a perdu le croiseur. Alors l'équipe de Polon ne pousse pas, il n'y a guère que Polon qui s'avance, et maintenant, c'est plus Baltimore, mais le Mogami qui était en première ligne depuis tout à l'heure, et ils vont s'attaquer au Gneisenau. Alors les Rangers qui sortent le char nord, vous voyez que petit à petit, les rouges grignotent. Alors ils n'ont pas de cap, c'est ce qui fait qu'ils ont 150 points de retard. Ils n'ont qu'un seul point de cap, que Polon va tenter de contester d'ailleurs. Le Mogami ne semble pas emballé à l'idée de s'attaquer au Gneisenau. Et les rouges ne défendent plus rien, plus du tout sur cette aile. La porte est largement ouverte. Gneisenau, au lieu de défendre, alors qu'il était en défense tout à l'heure, a fait demi-tour et est parti. Il ne s'est plus occupé de son aile. Car il y a des sens stratégiques étonnants par moment, des gens qui ont des curieux sens stratégiques. Globalement, 170 points d'écart, ils n'ont toujours pas capé un seul point. Les verts au moins sur le flanc
enfin en colonne 7, 8, 9 auront tenu. Et maintenant, bah voilà, le Polon va pouvoir caper tranquillement. Personne n'est venu, ne vient me caper. Il y a 4 cuirassés, il n'y en a pas un qui vient défendre le seul point de cap qu'ils ont. Peut-être le porte-avions va s'en occuper, parce qu'il vient de frotter Polon quand même. Il a envoyé l'avion, les chasseurs pour prendre l'information. Le porte-avions rouge qui est quand même maintenant le roi du pétrole. Ah, il semblerait qu'un croiseur vienne chercher Polon, oui quand même. Un Cleveland, bon. Voilà, il a capturé. 3 points de cap, maintenant c'est fini. C'est pas la petite offensive. Ils ont même pas capé sur D, hein, les rouges. C'est vraiment hallucinant. Ce centre stratégique. Là, Polon envoie ses torpilles à tout hasard, mais elles seront spotées. Hein, de toute façon, seront spotées par les bombardiers et les qui s'approchent. Ils gardent intelligemment ces chasseurs pas très loin. Ça y est, là, des torpilles remplis de relais pour le spotter. Ils viennent le chercher probablement. Ouais, ils vont venir chercher Polon. Mais Polon est un genre c'est un genre de porte-avions. Il sert que s'en tenir. Il va peut-être en prendre une. Non, c'est bon. C'est pas mal joué en plus. En plus, il y a une torpille. Boum. Oh, ouais, joli. Voilà un Cleveland qui n'a pas vraiment voulu comprendre ce qui lui est arrivé. Alors là maintenant il a détruit son principal prédateur. Hein. Depuis que le Cleveland est passé tier 8, c'est principalement le gros prédateur des torpilleurs et des contre-torpilleurs. Là maintenant, bah, il va pouvoir s'attaquer à un Bismarck à qui il reste pratiquement plus de vie. Et qui en est réduit à tirer au canon à la hache sur lui. Non, elle n'est pas à la hache. C'est une seconde. Voilà, ça c'est un tir. C'est vraiment les premiers dégâts qu'il prend. Voilà. Le pied de nez ultime serait qu'il aille KPD maintenant. 75 000 de dégâts, c'est pas fou, mais c'est bien. C'est très bien. Compte tenu des circonstances, c'est très très bien. On voit que les cuirassés rouges sont tout simplement, il y en a 2 qui sont partis en ligne B. Il y en a un qui essaie quand même de caper, il a compris quand même qu'il fallait prendre un point de cap. Mais ben voilà, il s'est fait sortir. Donc résultat des courses, ben, bon, la partie, il n'y a plus qu'à attendre. On va faire un peu de croisière en mer... en quoi? En mer Méditerranée, dans les Cyclades. Ouais, ça ressemble un peu au spectacle qu'il doit y avoir en mer, dans la mer Égée, les petites îles. Le ranger rouge à qui on peut reprocher, même s'il a été quand même apparemment il a fait le boulot quand même, hein, il a détruit le navire. Mais on peut peut-être lui reprocher de ne jamais avoir pesé sur l'autre aile. Tant mieux pour Polon, hein. Mais il n'a jamais cherché à contrebalancer et à aider le flanc où se trouvait Polon, le flanc rouge où se trouvait Polon. Résultat, ses alliés ont été débordés. Là, il n'y a plus qu'à aller chercher la petite citadelle. Là, il va chercher le ranger. Trois citadelles. Et allez. Alors, retour au port, retour à bord du Kiev.
avec eh bien, les écrans de bataille, comme il se doit. Hein. Nous sommes à bord du Kiev, donc, de Polon, 2596 points d'XP, 195 points d'XP libre, 111 000 de dégâts. On a vu que d'un coup, les dégâts ont monté très très vite en cloche. Il est vrai que couler Cleveland, puis couler le porte-avions a bien aidé. Hein. 209 coups au but, ce qui est quand même assez un beau ratio. 209 coups au but pour 6 incendies, ça fait à peine un petit 3%. C'est pas énorme, énorme hein, quand même. Par contre, 4 torpilles, 3 voies d'eau, ça c'est juste parfait. 6 citadelles, mais ça c'est citadelles faites sur le porte-avions. Une base défendue, 2 bases capturées. C'est une bonne. Une bonne occupation, on va dire. Il finit premier très nettement hein, en XP de base, 2520 contre 1630 pour le second, qui en plus est mort. Ça fait beaucoup. Il a coulé 3 navires. Coulé le Ranger de Cleveland de Benson, le Ranger 35 000 de Cleveland 13 000. Le Benson, il lui avait mis 7 500. Il a fait quand même 25 000 de dégâts au Lion et 24 000 à la Tago. On a vu comment il s'était positionné à chaque fois de telle manière que jamais il n'a été réellement la cible des ennemis. Et les rares fois où l'ennemi lui a tiré dessus, c'était une toute petite cible. Et ils avaient d'autres chats fouettés très rapidement. C'est le sens stratégique à ce niveau-là de Polon. Son sens stratégique qui lui permet aussi d'avoir trouvé des places ou d'avoir profité de certaines places tout simplement préférentielles où l'ennemi ne s'occupait pas de lui parce qu'ils avaient d'autres navires. Et c'était une bonne leçon. 356 500 de dégâts potentiels, mais il n'a pas tanké énormément. Par contre, 72 km, il a parcouru 72 km, c'est qui est beaucoup, ce qui est bien hein, en même temps. 120 points de capture sur 120, on ne peut pas faire beaucoup mieux. 296 coups à l'HE pour 168 qui ont porté et 52 000, quasiment 53 000 de dégâts. Il a tiré au perforant pour 66 pour 47 qui ont touché. Là, c'est quand même un assez bon ratio. L'Atago n'était pas si loin. Il a fait 17 000, pratiquement 18 000 de dégâts. Les torpilles, c'est 28 000 de dégâts. 30 torpilles envoyées, 4 ont touché. Et il a mis donc 10 500 d'incendie, de dégâts d'incendie. Petit dégât grâce à sa dissection, 11 400. C'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible, c'est pas de sa faute. Hein. Juste que, bon, c'est quand même une bataille assez fumée. On va regarder le dernier écran qui, oui, c'est des derniers. Il a tiré aussi sur un Bismarck, sur un Gneisenau pour des petites chouquettes. Voilà donc pour cette bataille en Kiev. Voilà pour le Kiev. Je le revois ici. C'était lui, tout à l'heure je me suis trompé, j'ai mis le mas, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Ma excuse. On va enchaîner maintenant sur une deuxième bataille. Alors là, c'est un DD un peu particulier parce que c'est un premium. C'est le Monaghan. Alors pourquoi je mets le Monaghan? Parce que je l'ai utilisé véritablement comme un petit croiseur. Exactement comme comme c'est expliqué dans la vidéo. Je vais l'utiliser comme un petit croiseur. Et je vais m'en servir pour, comment dirais-je, pour combattre, pour faire des dogfights. Véritablement contre d'autres navires, essentiellement bien sûr des destroyers. Alors, on m'a demandé, pardon, j'ai un peu la crève, tout le monde s'en fout, mais bon. Alors, on m'a demandé un petit peu de présenter le navire en termes de préparation. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai mis sur Monaghan. Là, il s'avère que j'ai pas mis d'amélioration de consommables premium sur celui-là pour cette bataille et je n'ai aucun skin. Je viens d'acheter, je le découvre. Donc on va le faire ensemble. Tiens, on va le faire ensemble avant de partir en bataille. Alors la bataille que je vais vous présenter, je n'avais rien. Donc ça ce sera pour la prochaine bataille. Je rajoute des pots évidemment, comme pour tous les destroyers et les croiseurs, afin d'éviter l'explosion. Pareil pour l'appareil gouverné ou la propulsion. Généralement, plutôt la propulsion. Le moteur qui s'abîme très vite. Ici,
Système de visée, les canons tournent assez bien. Je préfère éventuellement augmenter la précision des tirs de batterie et accélérer la rotation des tueurs torpilles. Enfin, appareil à gouverner, bien sûr. Je dois pouvoir, avec ces appareils, comment dirais-je, pouvoir faire des meilleurs fights. Voilà, allez, on va partir en bataille avec le Monaghan, voir ce que j'ai appelé en sous-titre pour cette vidéo, pour cette bataille, ce que j'ai appelé la bataille du centre. Vous allez comprendre pourquoi. A tout de suite en bataille. Allez, on est parti. Ceci est ma seconde bataille en Monaghan. Comme vous l'avez vu au moment de la présentation, je n'avais pas encore mis, au moment de cette bataille, je n'avais pas encore mis les améliorations, j'avais pas mis les améliorations qu'il fallait. Donc là, je suis vraiment stock, si on peut dire. Tout seul, Monaghan, deuxième partie avec lui, je le connais pas bien. Première fois, j'ai pas été complètement emballé. Et puis je me suis un peu renseigné, je me suis aperçu que c'était une sorte de Farragut. Et je me suis dit, je vais le jouer véritablement comme un Farragut qui a l'anti-air. Alors, le DD qui est avec moi, c'est un Aïda, un premium là aussi, tout nouveau, et aucun croiseur qui était auprès de moi. Aucun de ces croiseurs, vous voyez, ne me suit, pas de support. Seul l'Aïda et le porte-avions vont venir sur B. Enemy force detected. Dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. On va se planquer derrière le petit volcan, là. Et c'est ce que je vais faire. En veillant bien à ne pas énerver le porte-avions ennemi. Là, j'ai pas fait attention qu'il y avait le Farragut de l'autre côté. C'est lui qui tire dessus en plus. En fait, je suis pris sous le coup croisé du mât, c'est du Farragut. Et là, voilà, le Farragut. Ils sont deux à me tirer dessus. Oh. Les tourelles ne tournent pas très vite pour un américain. Et j'ai laissé brancher mon anti-air. En reste une erreur. Sur le moment, ça semble une erreur. Ça peut s'avérer finalement utile. Pour l'instant, je suis repéré avion. Le porte-avions va passer son temps à me permaspot avec ses avions. Voilà, là au bas. Il y a d'autres Farragut. L'Aïda m'a abandonné. Et donc, je vais aller chercher là au bas. Alors que notre Farragut risque de passer par ma gauche. Voilà, c'est fait. Je vais donner la sortie à la torpille. Un joueur de Farragut un peu naïf. Comme l'est le joueur de là au bas. Voilà, 3 torpilles au but, 3 inondations, frappe dévastatrice.
Merci. Au suivant. Et j'ai toujours les avions de l'Irio ennemi qui continuent à survoler le point B en toute impunité. Là je suis opéré. Je sais que Shinonome est pas loin. J'ai juste besoin de repérer où il est. Voilà. La cloche du Farragut ne me gêne pas trop par rapport à d'autres DD américains. C'est juste de s'y habituer. Ah, les torpilles qu'on voit au tout dernier moment. Pourtant c'est des torpilles normales. Là je vais tenter un, comment dirais-je, un torpillage en règle de la smoke, mais ça ne va pas s'avérer efficace. Pour l'instant on est pas mal. Je conteste le point B. Et je vais voir sur la minimap le destroyer là, qui se pointe, le Farragut en question, qui m'a voiné copieusement. Et je vais partir en dogfight contre lui. C'est parti. Sachant que j'ai pas récupéré mes torpilles, donc ça va être moyen. La précision est intéressante du Monaghan, comme vous pouvez le constater. Ah, il a largué ses torpilles d'une manière totalement impossible. Et le Shinonome qui est sorti de sa cachette. La bataille du centre maintenant se joue, maintenant. Est-ce que je vais sortir mon troisième navire pour caper? Ah. Où est-ce que je vais me faire sortir? Parce que là aussi, je suis très low life par rapport à tout à l'heure Farragut, maintenant le Shinonome. Je vais être aidé, il va se prendre une torpille là. Et boum. Voilà, 3 kills. Merci. Et maintenant je peux caper tranquille. Le porte-avions rouge continue à faire du permaspot sur mon dos. Le Shinonome avait lancé ses torpilles. Heureusement pour moi, le deuxième set était un petit peu trop large et je vais rien me prendre. Et je vais caper et quelque part ça va être le... je vais manger mon point blanc là, comme on disait. Ce sera véritablement la fin de l'embellie. Après ça va commencer à se mal jouer pour moi. Enfin disons que ça va mal se passer dans le sens où les survivants rouges vont mieux gérer que ceux de mon équipe. Elle est chopée de grâce qui est quand même bien rapide. Je préfère abandonner en me disant que j'aurai probablement une meilleure occasion un peu plus tard. J'ai fait mon job. À ce moment précis, je me dis je vais sortir du cap. J'ai fait mon boulot. J'ai l'intention d'aller verser. Mais comme je vois que le de grâce va vers le petit goulet là, je me dis je vais peut-être l'attendre. Et là je continue à laisser mon tir branché parce que
toute façon, je cours aucun risque, je suis spoté, c'est vrai, mais c'est que par les chasseurs. Et il a passé son temps à mettre ses chasseurs sur mon dos. Je ne suis pas servi encore de mon anti-air parce que j'ai pas confiance. Et je me dis que je m'en servirai que quand il faudra vraiment détruire le dernier avion qui sera au-dessus de mon dos. Et là je vais sortir du cap, évidemment, parce que j'ai pas du tout envie de me faire tirer dessus par le de grâce. Je suis le life, le de grâce peut me sortir, moi j'aurais du mal à me sortir au canon. Et il continue à me faire ma spot, il m'énerve. Alors là je vais le sélectionner l'avion. Et je vais enclencher mon anti-air. À ce moment-là, on se demande comment cette partie on pourrait la perdre. On a les 3 caps, on est très, très nettement en avance. Et quand vous regardez la minimap, notre position est fameuse. Et nos adversaires n'arrivent pas à nous dire bien joué, bien joué. On a l'impression que la partie est finie, de même dans leur tête. J'essaie d'empêcher le de grâce de rentrer, et le de grâce va intelligemment éviter de rentrer. Parce qu'il sait que si je lance une torpille, je pourrais le couler. Mais ils ont, en termes de kill, ils ont l'avantage. Hein. Ils ont un porte-avions, 2 cuirassés, 2 croiseurs. Et nous, voilà, on n'a plus qu'un cuirassé, un croiseur et 2 DD. Et un DD comme moi, très mal en point. Là, je vais lancer mon anti-air. Il s'agit de choper le dernier chasseur qui est au-dessus de mon dos. Là, ça commence. Voilà, ça y est. Maintenant, je serai un petit peu moins perma-spot. J'ai bien aimé cette bataille. Encore une fois, pas l'intention de vous spoiler, hein, on a perdu. Hein. Mais on peut se demander pourquoi. Parce que quand on regarde l'écart, on dit il est juste énorme. Quoi. On peut se demander comment on a fait pour perdre. Là, je suis toujours à la... Voilà, j'attends, je sais que c'est le de grâce, voilà. Je ne vais bien évidemment pas lui tirer dessus. Parce que, bah, de loin, comme ça, j'ai aucune chance. De grâce à une course d'obus qui est nettement meilleure que la mienne. Et il me sortirait à cette distance. Et donc là, je surveille, j'attends pour lancer mes torpilles. L'écart est toujours de 500 points. Je me demandais comment on peut perdre cette bataille, franchement. Encore à ce moment-là. Alors qu'il reste 7 minutes de jeu. Donc là, je me mets sur le Norska parce que je vois bien que c'est lui qui vient vers ici. Je vais probablement lancer mes torpilles un poil trop tôt. J'aurais dû attendre. Et je vois que le Norska avance résolument vers moi maintenant. Moi, je me dis qu'il va compenser l'écart. Et que bien dans le lot, il y en aurait bien une ou deux qui va porter. Là, je m'éloigne et j'essaie de rester autant que possible loin du Norska. Là, mes torpilles ont dépopé et là, ils passent entre les deux, in extremis. Vraiment pas de bol. Et à nouveau, le porte-avions est venu mettre des avions sur mon dos. Ah, je me dis qu'il faut que je me faufile. Donc je lance le boost et je me lance. Donc il y a le Nuremberg qui s'est joué au Norska et que le Nuremberg est bien plus précis et a une meilleure cadence de tir.
Là j'ai lancé l'anti-air, autant faire des avions si je peux. Ah, et si je sors le Norska, la partie peut de nouveau basculer à notre avantage. Au moins je peux confirmer la victoire. Et le porte-avions qui est, voilà, une torpille sur le Norska. Le porte-avions, je l'ai toujours sur le dos. Et voilà le de grâce. Et là, bon ben voilà, j'ai plus aucune chance quoi. Alors je me dis, il faut sortir le de grâce. Et encore une fois, je savais que j'avais aucune chance. Et voilà. Fin de la partie, évidemment. Il ne reste plus que deux navires. Et bientôt un. Est-ce que le cuirassé Arizona est coulé par le Norska? Il était deux flancs. Il s'est donc fait ouvrir. La bataille est terminée. Là, on va passer aux écrans. Il n'y a plus de suspense. Même si on a encore 400 points d'avance. Hein. C'est énorme. Hein. Mais notre dernier destroyer va se faire sortir. Voilà, l'Aïda. Alors, venons-en à l'écran de bataille des statistiques. C'est une défaite. Malgré ça, j'ai quand même fait 48 000 de dégâts, 6840 points d'XP et 342 points d'XP de base, de livre, pardon. Enfin, avec frappe dévastatrice à la clé. 39 coups au but, 3 avions détruits grâce à l'anti-air du Monaghan. 4 torpilles au but, 3 inondations, une base capturée, détectée, etc. On passe au score de l'équipe. Donc je suis premier avec 1130 points d'XP de base, ce qui est pas mal pour un DD. Sachant que j'étais tier 6, c'est-à-dire que j'étais low tiers, hein, encore une fois. Et je me suis battu pratiquement pour le centre tout le long. En termes de dégâts, 24 000 sur la Oba que j'ai détruit, le Farragut 6 000, le Shinonome 2 000, le Norska j'ai réussi quand même à lui enlever 10 000 points, c'est pas mal. Le de grâce, j'ai peut-être été gonflé quand même d'essayer de tuer le de grâce, mais ben, j'avais plus grand chose à espérer. Si je coulais le de grâce, j'avais une chance de gagner, mais c'était quand même bien compliqué. J'ai parcouru 60 km, en tout cas j'ai beaucoup gigoté. J'ai tanké pour 555 000, ce qui est pas mal pour un DD, hein. C'est pas mal du tout. 60 points de capture sur 180, donc le tiers. 130 obus explosifs envoyés, 39 sont arrivés, c'est-à-dire 1 sur 4 en gros, pour 15 000 de dégâts. 4 torpilles au but sur les 32, 1 sur 8, 33 000 de dégâts, et juste un petit peu d'incendie, 107, vous voyez que c'est pas énorme. En termes d'XP, mon commandant a pris 7000 points d'XP. Évidemment, c'est une défaite, il aurait pris beaucoup plus avec une victoire. Allez, en guise de conclusion, et avant que vous me jetiez des cailloux, ou des canettes de bière, ou des paquets de chips sur la tête, c'est vrai que j'ai ma part de responsabilité dans cette défaite. Vu l'écart, si au lieu d'aller chercher le de grâce, je m'étais enfui, si j'avais trouvé le moyen de m'enfuir, en allant me cacher au bout de la map, il ne m'aurait jamais trouvé et n'aurait pas eu le temps de revenir au score, je présume. Mais bon, sur le moment, j'étais en position de faiblesse parce que je vous l'ai dit, j'avais la crève quand j'ai fait cette bataille. Je réfléchissais pas franchement. Et tant qu'il s'agissait de tirer, ça allait, mais réfléchir stratégiquement, là c'était peut-être un petit peu trop. Donc j'ai ma part de responsabilité quand même dans cette défaite. Tout ne vient pas forcément de mes alliés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et on se retrouve très vite pour d'autres batailles, si vous le voulez bien.